Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, au nord de l'Ukraine soviétique, la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl illuminait la campagne endormie. À 3 km de là s'étendait Pripyat, une ville modèle de 49 000 habitants, jeune, moderne, fière de servir le fleuron de l'atome soviétique. La moyenne d'âge y était de 26 ans, et une grande roue toute neuve attendait son inauguration, prévue pour la fête du 1er mai. Cette nuit-là, l'équipe du réacteur numéro 4 devait mener un simple essai de sécurité. Vérifier qu'en cas de coupure de courant, l'élan de la turbine pouvait alimenter les pompes de refroidissement pendant les quelques secondes nécessaires au démarrage des générateurs de secours. L'essai aurait dû se dérouler l'après-midi, avec une équipe préparée. Mais le réseau électrique de Kiev demanda un report, et le test échut à l'équipe de nuit qui ne l'avait jamais répété. Sous l'autorité de l'ingénieur en chef adjoint Anatoly Dyatlov, pressé d'en finir, les opérateurs enchaînèrent les entorses aux procédures. La puissance du réacteur chuta bien plus bas que prévu, l'empoisonnant lentement. Pour la faire remonter, on retira presque toutes les barres de contrôle, très au-delà de ce que le règlement autorisait. Or, le réacteur RBMK cachait un vice de conception que Moscou avait classé secret. À basse puissance, il devenait instable, et son bouton d'arrêt d'urgence pouvait, pendant quelques secondes, produire l'inverse exact de ce qu'on attendait de lui. À 1h23 et 4 secondes, l'essai commença. Presque aussitôt, la réaction s'emballa. À 1h23 et 40 secondes, l'opérateur pressa le bouton AZ5, l'arrêt d'urgence absolu. Les barres de contrôle plongèrent ensemble vers le cœur et leurs extrémités en graphite, en s'insérant, dopèrent la réaction au lieu de l'étouffer. En 4 secondes, la puissance fut multipliée par 100. L'eau des circuits se vaporisa d'un coup et une première explosion souleva le couvercle du réacteur, une dalle d'acier et de béton de plus de 1000 tonnes, comme une vulgaire pièce de monnaie. Une seconde explosion pulvérisa le bâtiment. Le cœur béant crachait vers le ciel des tonnes de matière radioactive, le graphite brûlait à l'air libre, et au-dessus des ruines montait une étrange colonne de lumière bleutée. L'air lui-même ionisé par la radioactivité. Les pompiers de Pripyat arrivèrent en quelques minutes, sans la moindre protection. On leur avait parlé d'un banal incendie de toiture. Ils enjambèrent des blocs de graphite arrachés au cœur, sans savoir que chacun d'eux suffisait à tuer un homme. Certains évoquèrent un goût de métal dans la bouche, des picotements sur le visage. À l'aube, les foyers périphériques étaient éteints et les premiers héros de Tchernobyl agonisaient déjà à l'hôpital, brûlés de l'intérieur par les radiations. Au matin du 26 avril, Pripyat s'éveilla comme si de rien n'était. Les enfants allèrent à l'école, des mariages furent célébrés, on pêcha près du canal de refroidissement. L'air, pourtant, était devenu poison. Ce n'est que 36 heures après l'explosion, le 27 avril à 14 heures, qu'une colonne de 1200 autobus emporta les habitants. On leur promit 3 jours d'absence. Ils ne revinrent jamais. L'Union soviétique se taisait. Mais le 28 avril, à plus de 1000 km de là, la centrale suédoise de Forsmark détecta de la radioactivité sur les chaussures de ses propres employés. Les alarmes remontèrent la piste du vent et le monde entier comprit qu'un désastre nucléaire s'était produit quelque part à l'est. Moscou dut avouer. Alors commença une bataille titanesque. Des pilotes d'hélicoptères survolèrent la gueule ouverte du réacteur pour y larguer 5000 tonnes de sable, de plomb et de bore. Des mineurs creusèrent un tunnel sous le cœur pour prévenir une catastrophe plus terrible encore. Et sur les toits, là où les robots eux-mêmes tombaient en panne, tués par les radiations, des hommes que l'on surnomma les biorobots pelletèrent les débris radioactifs par rotation de quelques dizaines de secondes chacune.
600 000 liquidateurs venus de toute l'URSS se relayèrent, et en 6 mois, un sarcophage de béton et d'acier fut refermé sur le monstre. Le bilan officiel s'arrêta longtemps à 31 morts. La réalité, elle, se compte en milliers de cancers de la thyroïde, en territoire condamné, en vie brisée sur 3 générations. Autour de la centrale, une zone d'exclusion de 30 km demeure interdite. En 2016, une arche d'acier de 36 000 tonnes, la plus grande structure mobile jamais construite, fut glissée par-dessus le vieux sarcophage fissuré. Elle doit tenir 100 ans. Aujourd'hui, dans les rues vides de Pripyat, les arbres percent le béton, les loups et les chevaux sauvages ont remplacé les habitants, et la grande roue jaune se dresse toujours au-dessus de la ville morte. Elle n'a jamais officiellement tourné. Elle reste là, immobile, comme l'aiguille arrêtée d'une horloge, figée sur la nuit où l'homme a perdu, pour la première fois, le contrôle de l'atome qu'il croyait avoir dompté.